est-ce que tu peux peut-être revenir sur ce qui a motivé donc les tournants de ton activité de recherche, par exemple l'approfondissement continu de l'apport spinoziste en sciences sociales, mais aussi ton intérêt de plus en plus marqué pour une perspective que je qualifierais de démocratique et non de républicaine sur la souveraineté. Et est-ce que du coup ces axes de travail, en fait, ce développement intellectuel, il était là pour répondre à des points aveugles qui pouvaient exister dans le champ de la théorie économique, même bien qu'hétérodoxe? Oui, je suis vraiment sensible au fait que tu étais sensible aux continuités dans cet itinéraire qui, si on ne les met pas en évidence, a tout du biscornu et du zébré. En réalité, pour être honnête, même à mes propres yeux, ça m'apparaît comme une suite de ruptures imprévues causées par des rencontres tout à fait contingentes et dont je ne vois pas quelle unité rétrospective je pourrais leur donner même dans un effort de reconstruction totalement artificielle. Donc il y a lieu de se méfier par principe, n'est-ce pas? Mais quand même, il y a bien toujours quelques questions qui travaillent par-delà le changement des objets, des domaines, des méthodes, etc. Et tu n'es pas loin de mettre dans le mille quand tu dis que c'est la question de l'ordre et du désordre. Alors, je le dirais d'une manière un tout petit peu différente, mais en réalité, c'est la même chose. Il m'apparaît, et en fait, ça m'est apparu en étant sommé de réfléchir à tes questions, il m'apparaît que l'une des grandes questions qui me travaillent, mais alors évidemment ça je vais l'énoncer dans des termes qui sont ceux de la théorie, hein, dont les corrélats politiques ne sont pas immédiatement visibles. Évidemment ils y sont. L'une des grandes questions qui me travaille, c'est celle de savoir comment on fait tenir ensemble des hétérogénéités. Voilà. Et c'était bien la question qui était au principe de ma première vie de chercheur en tant qu'économiste, puisque j'étais économiste dans ce courant qui s'appelle la théorie de la régulation. Et je me souviens que Alain Lipietz, à l'époque où il était un intellectuel, c'était il y a assez longtemps, parce que mine de rien, voilà, oui, non, mais là il y a un enseignement très général à tirer, hein, si vous voulez, c'est votre esprit est reconformé en fonction des milieux dans lesquels vous vous mouvez. Alors il y a des singularités qui sont suffisamment fortes pour résister à ce que Spinoza appelle la pression des ambiants, mais ce n'est pas le cas de tous. Et voilà, ce que je veux dire, c'est qu'Alain Lipietz était un merveilleux esprit. On pouvait avoir plein de désaccords avec lui, mais alors c'était une super mécanique intellectuelle qui a été littéralement bousillée par la carrière politique. Donc c'est terrible. Je veux dire, la politique dans les institutions rend bête. Voilà, c'est ça, c'est fort dommage. Hein. Bon. Mais à l'époque, il avait dit, il avait ramassé la problématique de la théorie de la régulation d'une manière extrêmement pénétrante en disant... Voilà, nous sommes marxistes au départ, donc nous croyons que le capitalisme est un ensemble de rapports sociaux fondamentaux à caractère contradictoire. Et la question, c'est de savoir, mais comment tout ceci ne part pas systématiquement en morceaux? En réalité, dans l'économie, spécialement une économie marchande, c'est-à-dire où les unités de production s'activent hors de toute coordination centrale. L'économie de marché, c'est une économie décentralisée. Ce que les marxistes appellent l'anarchie du marché devrait conduire à un chaos permanent. Or, il n'y a pas tout le temps le chaos. Et les régulationnistes se posaient donc la question de savoir comment l'accumulation du capital, finalement, par-delà ces contradictions essentielles, ça réussit à marcher. C'est-à-dire, plus exactement, ça réussit à se stabiliser temporairement pendant une certaine période. Et les régulationnistes se posaient cette question parce qu'ils ont commencé à réfléchir à tout ça à la fin des années 70, où précisément l'opinion dominante tenait que la crise économique, c'était le choc pétrolier, donc un truc venu du dehors. Et eux disaient, mais non, pas du tout. C'est vraiment les contradictions fondamentales du capitalisme qui avaient réussi à être accommodées dans un certain schéma d'accumulation, mais qui sont en train de reprendre le dessus et de tout démantibuler. Voilà. Donc, effectivement, les choses ordonnées sont périssables, l'ordre est à durée de vie finie, et au bout d'un moment, les contradictions reprennent le dessus,
Et le désordre revient. Le désordre, ça s'appelle la crise. Donc le point de départ des régulationnistes, c'était ça, c'était la crise. Et on peut dire d'ailleurs qu'ils en ont tiré très généralement une heuristique assez puissante, hein, donc l'heuristique de la crise, qui est une heuristique du négatif, ou on pourrait même dire une heuristique de la foirade. C'est-à-dire, pour savoir comment les choses marchent, il faut s'intéresser au moment où elles foirent. C'est là qu'on a vraiment un aperçu sur ce qui les faisait marcher et qui a cessé de les faire marcher, d'ailleurs. Par exemple, si vous voulez comprendre le fait, si vous voulez comprendre en profondeur le fait social de la monnaie, il faut vous intéresser aux crises monétaires. C'est le grand enseignement des travaux d'André Orléans. Ce qui est assez curieux d'ailleurs, c'est que cette heuristique de la foirade, on pourrait la retrouver aussi chez Spinoza. C'est une heuristique des singularités qui font désordre. Et c'est elle qui livre la vérité générale, en fait. Celle qu'on ne voit pas du tout dans les cas, entre guillemets, normaux ou ordinaires. Ça cache tout. Bon, voilà. Donc, c'était, effectivement, c'était ça, cette question, cette grande question, c'est qu'il y a une sorte de primat du centrifuge, mais ce primat parvient quand même à être accommodé, régulé. Voilà, c'est ça. Vous voyez, la théorie de la régulation, c'est le nom à la fois conceptuellement le mieux choisi et le plus propice à tous les malentendus. Quand on dit la théorie de la régulation du capitalisme, un journaliste en général comprend la régulation comme la régulation, il faut réguler la finance, etc. Ça n'a rien à voir. La théorie de la régulation, ce nom a vocation à dire si les contradictions du capitalisme ne dégénèrent pas en permanence dans une espèce de chaos marchand généralisé, c'est précisément parce qu'elles sont contenues, régulées par des formes institutionnelles qui prennent une certaine configuration pendant une période donnée. Voilà, donc c'était bien ça l'idée. Et en effet, ces questions de comment le centrifuge finit par être régulé, comment les contradictions du capitalisme sont accommodées dans des institutions, ou comment des hétérogénéités parviennent à faire un tout cohérent pendant un certain temps, c'est bien ça les questions qu'on retrouve dans tous mes travaux. Et mais du coup, on pourrait dire qu'il y a un philosophe des sciences qui a un concept que je trouve assez amusant, c'est celui d'étirement des concepts. Hein. Et je trouve que toi, tu as en quelque sorte, à partir de ce bagage-là, tu as fait donc ce concept stretching, c'est-à-dire tu as étiré ces concepts de régulation et d'émergence dans d'autres domaines en fait. Et à partir, et du coup, notamment à partir de cette question, sur cette question de la souveraineté. Et justement, qu'est-ce qui a motivé en fait ce tournant, le tournant spinoziste en sciences sociales que tu as. Qu'est-ce qui. Oui. Alors, tu me crédites de choses dont je ne saurais revendiquer la primeur. Parce qu'en réalité, je me suis enfoncé dans des voies qui avaient été déjà ouvertes par d'autres. Alors, on reparlera peut-être tout à l'heure de souveraineté, dont la généralisation finalement hors du champ politique avait été donnée par Michel Aglietta et André Orléans dans leur travail sur la monnaie. Et alors ils étaient spinozistes à la façon de Monsieur Jourdain, qui faisait de la prose sans le savoir. Bon, alors évidemment, moi j'ai systématisé la chose. Mais alors, je crois que ce micro est beaucoup plus. Ce micro marche mieux. Ah oui, c'est clair. Ah ouais, c'est manifeste. Bon, on se le passera alors. Hein. Ouais. Alors oui, mais je voudrais répondre sur cette question de qu'est-ce qui a déterminé la bifurcation spinoziste. La réponse est une rencontre contingente intervenant dans une situation de nécessité. Alors bah oui, un jour j'ai croisé Spinoza comme ça sans crier gare, hein, c'est bon, voilà. Et puis d'ailleurs ça a mis 10 ans, hein, ça a mis 10 ans à faire résurgence. Je l'ai croisé, je l'ai rangé dans ma bibliothèque et j'y ai plus pensé. J'y ai plus pensé pendant 10 ans. Et puis un jour, c'est revenu à la faveur d'un épisode un peu particulier qui était un épisode haut en couleur du capitalisme financiarisé de la fin des années 90, lorsque, vous vous en souvenez peut-être, 3 grandes banques s'étaient ruées les unes sur les autres, les BNP, Société Générale et Paribas, dans un combat de chiffonnier du capitalisme. Alors il y avait du sang, de la chic et du mollard, enfin c'était terrible. Et j'essayais de comprendre, parce qu'à l'époque je travaillais sur le capitalisme financiarisé, j'essayais de comprendre ce qui se passait, et réfléchissant à la chose, il m'était apparu que les forces motrices, enfin les forces qui mettaient en mouvement les acteurs principaux n'étaient pas du tout la maximisation du profit qu'on aurait pu croire,
en première approximation, mais c'était des forces beaucoup plus élémentaires. C'était des forces qui avaient à voir avec l'extension des limites de l'Empire, la résistance à l'absorption, la prédation, l'affirmation de sa souveraineté, tiens, voilà, etc., etc. C'est-à-dire des forces qui, en réalité, participaient d'une logique de la puissance. Et alors, à ce moment-là, une réminiscence m'a remis le Conatus que j'avais croisé 10 ans auparavant, et je me suis lancé avec ça comme hypothèse de base. Bon, ça a été ma première expérience spinoziste, qui était vraiment, bon, tu vois, 17 ans plus tard, c'était d'un spinozisme agricole, hein. Enfin, c'était vraiment, c'était pas très... Alors, bon, et puis après, j'ai commencé à lire, et je me suis aperçu que il y avait là une philosophie toute armée. Si tu veux, c'est comme quand Althusser disait « je me charge de dégager la philosophie du marxisme ». Bon, et ben moi, j'entreprenais de faire un peu la même chose en disant qu'est-ce que c'est finalement ? Y a-t-il une philosophie sociale et politique implicite à la théorie de la régulation ? Sauf que j'avais pas à me charger de la construire parce que je la trouvais toute faite. Simplement, il s'agissait de la reconnaître. Alors voilà, moi je l'ai reconnue et je me suis aperçu que je tombais là-dessus, je tombais avec ça sur un corps de concepts d'une puissance théorique qui m'apparaissait sans égale et qui avait la bonne propriété de répondre à certaines des questions qui étaient encore irrésolues dans la théorie de la régulation et qui était précisément la question des mécanismes fins de l'entrée en crise des formes institutionnelles en général. Parce que la théorie de la régulation se concevait comme un structuralisme, mais elle percevait bien qu'un structuralisme de stricte obédience avait des difficultés, ces difficultés essentielles du structuralisme, à penser la dynamique historique, les accidents de l'histoire, etc. Et il lui fallait ajouter un petit quelque chose. Et ce petit quelque chose, me semble-t-il, avait à voir avec le fait que, sauf à le considérer comme un monde totalement minéral et de fait inhabité, les structures abritent des agents, voilà, qui font quelque chose. Ce n'est pas des acteurs libres et souverains, mais ce sont des agents, c'est-à-dire des pôles individués de puissance. Et ce sont les pôles individués de puissance qui, tenus pendant longtemps par les structures, un jour commencent à dériver légèrement, jusqu'à dériver davantage, pour finir éventuellement par bouter les structures cul par-dessus tête. Voilà. Et là, il se passe quelque chose. Mais il faut avoir les deux. Il faut avoir le niveau des structures qui tient les agents, mais qui les tient imparfaitement. C'est toujours la même chose, hein. Comment on tient des hétérogénéités. Donc, des structures qui tiennent les agents pendant un moment, et puis au bout d'un moment, elles arrivent plus à les tenir. Voilà. Et ça se barre de tous les côtés. Et pour continuer sur ces bifurcations, là, je souhaite aborder l'aspect, on va dire, plus interventionniste de ton, au sens politique du terme, hein, de ton itinéraire. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a finalement ce qui est très singulier chez toi par rapport à une séquence en fait de l'intellectualité critique. C'est que tu t'es assez vite en fait écarté d'une sorte de division du travail qui s'est mise en place après les grands mouvements de 1995. Je m'explique. Ce qui s'est produit dans le moment 95, c'est finalement qu'il y a eu l'affirmation très forte du mouvement social comme sujet politique ou comme sujet non-sujet, enfin puisque c'est un sujet extrêmement hétérogène pour le coup. Et donc d'un côté cet agent collectif et de l'autre les intellectuels critiques, et donc la figure emblématique de cette conjonction, c'est évidemment Bourdieu, qui a d'ailleurs, on va dire, théorisé ce moment en présentant justement le travail des intellectuels critiques comme étant d'armer les mouvements sociaux en levant si vous voulez, le voile de l'illusion sur les structures profondes du pouvoir, des inégalités, du capitalisme et des autres structures d'oppression. Donc ce qui s'est mis en place, c'est que finalement, depuis lors, on conçoit assez classiquement le rapport entre intellectuels et mouvements, avec d'un côté donc des mouvements sociaux divers et variés, syndicaux, associatifs, partidaires, etc. De l'autre, des intellectuels critiques plutôt installés dans l'université, et entre les deux, si vous voulez, des espèces d'appareils d'éducation populaire, en fait, au sens très large, hein, ça peut être aussi bien Attac, la Fondation Copernic, le Monde diplomatique, diverses maisons d'édition, et j'en passe. Qui vont faire circuler donc les analyses intellectuelles critiques. Moi, ce que je trouve intéressant dans ton travail, c'est que d'emblée,
notamment dans ces lieux d'éducation populaire, toi tu interviens avec un agenda. Tu ne te contentes pas de dévoiler les structures cachées de la domination. Tu fais d'emblée des propositions. On peut se souvenir, des slams, des propositions pour juguler la finance, ou encore, ce qui est plus notoire aujourd'hui, tes interventions en faveur de la sortie de la zone euro. Comment tu expliquerais du coup cette espèce de singularité en fait dans ce paysage? Eh bien, là aussi, tu me prêtes plus que je ne peux revendiquer. D'abord, tu dis d'emblée, alors que cette singularité, si elle a lieu d'être, s'est formée progressivement, en fait. Tu vois bien que commençant à faire des modèles dynamiques non linéaires de croissance, de changement structurel et de crise, j'étais pas très bien armé pour faire des propositions politiques au départ. Bon, et puis alors mes objets ont évolué. Une circonstance adventice a fait que j'ai dû m'intéresser à des questions de politique économique. C'était déjà très loin des mathématiques. Et puis ça se passe en effet au milieu des années 90 et il y a 95, il y a l'intervention de Bourdieu. Inutile de te dire que pour moi, comme beaucoup de monde, ça a été un moment marquant et une figure marquante. Bon. Et puis alors en effet, progressivement, je me suis mis en devoir de faire des propositions. Et comment c'est venu ça? Tu parlais de ces institutions médiatrices d'éducation populaire et tu citais en particulier le monde diplomatique. Et moi, je me souviens parce que là, tu vois, on fait un bond dans le temps, on va se retrouver déjà au milieu des années 2000. Je me souviens de gens qui me disaient, et peut-être même des gens du Diplo qui le disaient aussi à force de se l'entendre dire, le Diplo, c'est bien intéressant, on aime beaucoup, mais quand on sort d'une lecture du monde diplomatique, on a vraiment envie d'aller se pendre. Et c'était pas faux, quoi. Donc, parce que c'était vraiment l'avalanche de la critique, quoi. Et le monde était noir et désespérant, et on n'en voyait pas la sortie. Alors, eux, ils avaient conscience de ça. Et puis moi, si tu veux, ma personne exprimait l'époque. Si tu vois, si je peux me désingulariser un peu, parce que quand même, tu vois, j'ai dérivé aussi au fil de l'époque, j'y reviendrai, mais et donc je me suis dit, ah oui, mais c'est vrai qu'à un moment, il faudrait être capable de mettre une ou deux idées positives l'une derrière l'autre. Et comme j'avais beaucoup travaillé sur la finance, le capitalisme actionnarial, etc., la première idée qui m'est venue, c'était ce truc que j'avais appelé le SLAM, parce que ça claquait, que c'était un acronyme en anglais qui voulait dire Shareholder Limited Authorized Margin, ce qui signifiait en gros marge actionnariale limite autorisée. Il s'agissait, voyant les effets de la pressurisation indéfinie des collectifs salariaux par la valeur actionnariale, des collectifs salariaux par la valeur actionnariale, il s'agissait de trouver un dispositif fiscal extrêmement simple, en réalité, au détail près, qui écrêtait la rémunération actionnariale. Si vous voulez, c'était l'équivalent pour le capital financier de ce que Marchais disait dans les années 70. Au-dessus de 40 000, je prends tout. C'était ça. Et effectivement, c'est un effet de cisaille qui vient couper la chic aux actionnaires et qui les décourage, qui les désincite radicalement à serrer la vis encore et encore. Parce que tout ce qu'ils arriveront à faire cracher, ça ira en plus, ça partira dans les caisses de l'État. Voilà. Alors, et puis là, on rentre dans la période de crise, tu vois. Le SLAM, c'est 2007. Et puis en 2008, tout commence à partir en morceaux. Alors là en effet, la crise était d'une telle magnitude, c'est un événement quand même tout à fait considérable. Et donc là, je me suis mis à l'établi et j'ai pondu toute une série de propositions pour réguler la finance obligataire, la finance des marchés de crédit, des marchés de gros de crédit. Et puis dans la foulée, je suis revenu à mes premières amours actionnariales avec une proposition qui n'était pas du tout un slogan de fermer la bourse. Et puis après, la crise européenne arrive, etc., etc. Mais la chose que je voudrais dire en cette matière, c'est que moi, j'ai dérivé avec l'époque, en quelque sorte. Par exemple, et j'ai fait, j'en ai fait mon auto-analyse, d'une certaine manière.
en rappelant que, à la fin des années 70, les régulationnistes écrivaient des livres à propos de la crise dite des années 70, dont la conclusion était alors voilà, on pourrait envisager des sorties de crise par-ci, par-là, etc. Mais il y a une forme de sortie de crise qu'il ne faudrait pas écarter non plus, qui serait celle consistant à sortir du capitalisme lui-même, à remettre en question l'ordre capitaliste lui-même. C'était Boyer et Jacques Mistral, le croiriez-vous, hein, qui a fini aux assurances AXA, hein, Mistral, qui écrivait ça en 1978. Et puis la régulation a complètement oublié ça, si tu veux. Elle a été écrasée par son époque, elle aussi, et moi avec elle. Voilà. Ce qui est bien que l'idée de penser un agenda anticapitaliste, post-capitaliste, est sortie de nos têtes complètement. Et c'est à la faveur de cette crise de 2008 que cet agenda a commencé à faire retour, y compris dans mon esprit. Et que de plus en plus, j'ai radicalisé mes propositions en y injectant, alors si bien que j'ai maintenant une espèce de continuum gradué de la mesure à caractère technique gentillet sur la suppression de la cotation en continu jusqu'à l'abolition des rapports de propriété financière. Et puis voilà, après, c'est les forces politiques qui décident. Hein. Pour l'instant, elles n'ont pas décidé beaucoup. Hein, mais... et du coup, est-ce que du coup, tu dirais que cet intérêt justement donc pour tenir ce qui est hétérogène, pour faire cet intérêt pour les processus, on va dire endogènes, c'est-à-dire auto-entretenus et non voilà, les processus immanents en fait de reformation d'un ordre économique, social, politique, et en même temps les processus immanents dans lesquels ces ordres-là se défont. Est-ce que tu dirais que c'est justement en pensant ça qu'on peut en fait, est-ce que l'idée de penser ça, c'est de trouver en fait dans cette fragilité, à la fois dans cette stabilité, mais aussi dans le fait de penser la fragilité de ces ordres. Est-ce que c'est là en fait que se joue, proprement parler, l'intervention politique? Est-ce que tu dirais cela? Oui, mais je ne le dirais qu'ex post. C'est-à-dire qu'à l'origine, c'était pas du tout dans mon esprit. Si je veux être tout à fait honnête, il faut que j'admette que cette problématique-là était entièrement endogène à l'ordre des préoccupations théoriques. C'est l'autonomie de la théorie qui parlait au travers d'une problématisation de ce genre. D'abord parce que finalement, ça correspondait à des thèmes que j'ai réaccommodés dans les concepts spinoziens, mais des thèmes qui avaient déjà été parcourus par les régulationnistes, j'y reviens, notamment en matière monétaire. Ça a été la phase girardienne dépassée, hein, mais qui n'était pas sans intérêt non plus, d'Aglietta et Orléans, qui montrait que c'était formellement parlant les mêmes mécanismes qui œuvraient à la surrection et à la destruction des ordres institutionnels. Et ça, c'était vraiment passionnant. Et ça met au cœur de ce point qui, effectivement, est très présent dans ma pensée, à savoir cette espèce d'ambivalence des ordres sociaux et des ordres institutionnels qui m'apparaissent à moi à la fois comme extrêmement solides et extrêmement fragiles. Alors, je ne sais pas bien quoi faire encore de cette ambivalence, n'est-ce pas? Mais, si vous voulez, il m'arrive de voir des fois la société sous l'espèce d'une énorme chape de plomb. Alors, Bourdieu avait tellement insisté sur la pesanteur de ces mécanismes de reproduction, etc. Et puis à d'autres moments de me dire que la même société finalement pourrait est toujours à la lisière de la décomposition et pourrait être déstabilisée, peut-être même mise à genoux par très peu de choses en fait. Et si je veux m'avancer même davantage dans ce registre, il me semble que un nombre relativement restreint d'individus, mais extrêmement déterminés, peuvent mettre une société entière à genoux. C'est dire que sa résistance, finalement, n'est pas si grande que ça, quoi. Et alors, en effet, si d'un point de vue théorique, si tu veux, ordre et désordre sociaux, institutionnels, sont des catégories qui passent constamment l'une dans l'autre. Ce qui signifie que l'ordre réémerge endogènement du désordre,
C'est pour ça que moi je crois pas, que j'ai un désaccord avec le comité invisible sur cette histoire de destitution. Plus exactement, je pense que la destitution est toujours nécessairement suivie par une autre phase de réinstitution, et que cette phase est nécessaire au sens du déterminisme, hein, pas au sens fonctionnel, qu'elle se produira nécessairement, et qu'on n'a pas d'autre choix que de tenter de la contrôler au mieux. Bon. Donc de l'ordre réémerge du désordre, mais en même temps le désordre travaille en permanence l'ordre, et en son cœur, si bien qu'il n'y a pas une seule formation institutionnelle qui puisse être assurée de sa pérennité. La crise est à l'horizon de toutes les formes institutionnelles, de tous les ordres sociaux. Et alors, effectivement, ça c'est quand on commence à approfondir théoriquement ce genre de problème, reviennent immanquablement des questions beaucoup plus politiques que théoriques, à savoir comment on fait pour se rapprocher collectivement des points critiques et faire que l'histoire se réébranle. Écoute, je te remercie et je close cette discussion parce que le temps file. Oui. Et donc je remercie Frédéric Lordon pour cette discussion. Je repasse la parole à Frédéric.